France Maghreb 2. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2. C'est parti pour votre émission, le Grand Forum LGF, jusque 18h30 en ce lundi 27 mars. J'espère que vous avez passé un bon week-end, tout va bien. C'est reparti donc pour une nouvelle semaine avec, pour commencer cette semaine, notre ami Youssef Brakni. Salut Youssef. Salut, ça va? Comment vas-tu? Ça va, Militant, oui, bien toujours. sûr, mais aussi professeur d'histoire. Tout à fait. Voilà, Tout à fait. donc qui est avec nous en ce lundi. Et un prompt rétablissement à notre ami Yasser Louati qui devait être avec nous aujourd'hui. Alors jusque 18h30, disais-je, un programme à fois encore une fois, une très chargé avec un zapping très fourni. S'en est passé des choses tout au long de ce week-end. On va les passer en revue avec vous. Bien entendu, la possibilité pour vous de nous appeler au 01 40 33 9000 tout au long de l'émission. Dans les minutes Libertad tout à l'heure entre 50 de 17h et 18h. Tout à l'heure la Myanmar pour l'éphéméride, la télé, le sport bien sûr. Et puis le coup de cœur de Youssef, c'est quoi ton coup de cœur aujourd'hui? Alors mon coup de cœur, c'est une campagne qui est lancée par un groupe de musique qui s'appelle Kidam and the People. C'est une campagne contre la montée des réactionnaires de tous bords dans le contexte des présidentielles. Et donc voilà, c'est sous forme de musique, rap avec des influences reggae, rock, enfin c'est un mélange quoi. Et on aura plutôt pas mal. On l'aura pas avec nous tout à l'heure. Oui. Et puis on écoutera évidemment le morceau en question. Le j'aime ou j'aime pas bien sûr. Et puis ton avis tranché aujourd'hui. Alors mon avis tranché, c'est sur la déclaration Balfour. Alors comme ça renvoie à rien, mais en fait on est en 2017 Oui. et ça fait un siècle C'est ça. que a été du coup centenaire. écrite cette déclaration qui est une lettre en fait du ministre des Affaires étrangères anglais qui a promis la création d'un foyer national juif en Palestine. Oui. Au moins il a tenu sa promesse pour le coup. Oui, il a tenu sa promesse, la seule promesse que l'Angleterre ait tenue dans la région. C'est ça. Ça faut-il le rappeler. Ouais. Voilà, ça c'est fait. Donc on écoutera donc tout à l'heure cet avis tranché à 17h bien sûr. Côté musique, ils seront ce soir beaucoup d'artistes pour représenter le Maroc au Bataclan. À l'issue, et histoire de fêter justement la grande présence du Maroc. Je sais pas si t'as été faire un tour au Salon du Livre à Paris. Non, j'ai pas pu puisqu'on faisait quelques actions locales à Bagnolet, mais j'ai beaucoup d'amis militants qui y sont allés, donc j'ai pu voir ça sur Facebook, réseaux sociaux, etc. Mais le Maroc est à l'honneur, ouais, avec le bon et le mauvais. Hein. Ouais, voilà. Donc en tout cas, il sera lui ce soir sur la scène du Bataclan, ça de mythique bien sûr. Quelqu'un que vous connaissez peut-être s'appelle Karim Ziad. Vraiment un grand artiste, Karim Ziad, batteur mais aussi chanteur. Voici Karim Ziad sur France Maghreb 2. Et il y aura beaucoup d'artistes, je vous donnerai un peu la liste tout à l'heure. Karim Ziad en guise de coup de cœur musical sur France Maghreb 2, ça c'est de la bonne musique. LGF le grand forum avec Youssef Brakni qui est avec nous aujourd'hui sur France Maghreb 2 pour vous accompagner, échanger, dialoguer, discuter et essayer de décortiquer cette actualité très très chargée et une campagne présidentielle qui vraiment réserve son lot de surprises jusqu'au bout à J-27. Est-ce que vous avez fait votre choix? Tiens, je vous la pose la question moi. 01 40 33 9000. Parce que il y a encore 50% ou un peu plus de 50% des Français qui restent indécis, Youssef. Donc ça risque d'être Ça c'est clair. pour l'instant, personne n'était capable de dire qui sera élu président le 7 mai prochain quoi. Mais non, mais après c'est ça qui rend difficile depuis quelques années maintenant les élections, quelles qu'elles soient, c'est qu'en fait les instituts de sondage n'arrivent pas à vraiment avoir des chiffres précis en réalité parce qu'en fait c'est indécis, ça se joue dans les 3 voire les 2 dernières semaines. Le choix des électeurs, c'est pas comme avant où 4 mois avant, 5 mois avant on pouvait prévoir à peu près grosso modo le vainqueur quoi. Mais là c'est impossible. Mais il y a encore des gens quand même, forcés de constater autour de moi, qui se laissent influencer par les sondages, parce que qui me disent bon pour l'instant je ne sais pas pour qui je vais voter, mais j'attends les quelques derniers jours pour voir ce que donnent les sondages. Donc c'est voilà, on est encore dans cet indicateur, dans cette indication. Moi je trouve que les sondages pourraient purement et simplement les interdire parce que ça peut influencer. Voilà. Ouais, ça influence mais bon, énormément. Après, jusque-là, les sondages, quand on regarde le Brexit, quand on regarde Trump, ils se sont trompés, quoi. Et puis aussi, faut pas oublier 2002. Ils se sont trompés en 2002, hein. Personne n'avait vu Jospin se faire éliminer. Voilà, 2002, ça ressemble d'ailleurs à cette élection-là, parce que du coup, le PS est sortant. Un peu comme en 2002, même si c'était le Premier ministre. Mais on était quand même dans un gouvernement socialiste. Cohabitation, ouais, cohabitation, mais c'était quand même le bilan de Lionel Jospin, c'était pas le bilan de Chirac. Et du coup, là, on se retrouve dans ce même cas de figure, et à chaque fois que le PS est au pouvoir, derrière, c'est une montée extrême du Front National, à chaque fois, depuis Mitterrand. C'est ça. En tout cas, voilà, ça promet donc de nombreuses surprises. On peut en parler. En tout cas, est-ce que vous avez vous fait votre choix? Bien sûr, bien vous nous appelez 01 40 33 9000. Pourquoi, d'ailleurs, c'est intéressant, pourquoi tel ou tel candidat? Est-ce que vous êtes dans une posture de choisir le moins pire ou de choisir celui qui se rapproche vraiment de vos idées?
Vous nous appelez, ou alors est-ce que vous faites un vote aussi par stratégie, ça peut être le cas. 01 40 33 9000 pour nous donner un petit peu la tendance. Allez, c'est parti pour le zapping, il y a de quoi commenter, on y va. On va commencer, chers amis auditeurs, cher Youssef, pour ce zapping, donc avec pas mal d'extraits, donc je le disais tout à l'heure, à vous proposer, notamment avec donc le coup de gueule poussé hier soir sur le plateau du JT de 20h de France 2 par Benoît Hamon, concernant ceux qui le quittent. Là, je pense qu'on le sent vraiment très agacé et au bout du bout, là. Depuis quelques semaines, s'organise des ralliements à Emmanuel Macron qui consistent à me planter un couteau dans le dos. Et la dynamique, elle n'est pas du côté de Jean-Luc Mélenchon ? Non. Pour l'instant, je parle de cela, c'est-à-dire me planter des couteaux dans le dos. On m'annoncerait même la semaine prochaine une mise à mort avec le ralliement de Manuel Valls à la candidature d'Emmanuel Macron. C'est oublier une chose, c'est que ce ne sont pas eux qui m'ont donné vie. C'est d'abord un vote populaire, celui de 2 millions d'électeurs aux primaires qui ont décidé de faire confiance dans le projet politique qui est le mien. Moi, je suis un combattant. Je ne me suis pas préparé à ce qui allait être une course tranquille. J'étais à peu près convaincu que celles et ceux qui ont gouverné depuis très longtemps, de droite comme de gauche, tous ces vieux caciques qui se réunissent autour d'un seul et unique candidat, celui qui leur permettrait de gouverner encore 5 ans de plus, que cela ferait obstacle à ma candidature parce qu'elle porte justement un projet qui tourne la page. Là, on le sent vraiment très agacé, Youssef. Ouais, clairement, moi je pense pas qu'il s'y attendait à ce point quand même. Après, il y a vraiment quelque chose d'extraordinaire qui se passe avec ce parti socialiste, c'est que ils ne respectent pas du tout la volonté de leurs militants et des militants de gauche qui se sont déplacés à la primaire. On rappelle que tous les participants à cette primaire socialiste avaient signé un papier sur lequel était indiqué, écrit. Vous reconnaîtrez, d'ailleurs la question a été posée dans les différents débats, est-ce que vous allez vous reconnaître à vous, est-ce que vous allez le soutenir? Ils ont pris Manuel Valls, qui aujourd'hui semble se retourner. Non mais là clairement c'est la mise à mort du PS en fait. C'est-à-dire que là le jeu il est complètement foutu, il est bref, on n'accepte pas du tout les règles du jeu. Et là tous ces ralliements à Emmanuel Macron signent en fait la fin du PS, et c'est ce que certains ont fait. Je pense que c'était le calcul de certains par calcul. Certains disent même que c'était peut-être la vengeance de François Hollande par rapport aux frondeurs. Le frondeur qui se retrouve frondé aujourd'hui. Voilà, dont a été dont a été acteur Benoît Hamon. Et donc je pense que là, ils ont quand même saboté son mandat à François Hollande. Il a dû avoir recours à deux reprises au 49.3 parce qu'il n'était pas sûr de sa propre majorité quand même. Et donc là, j'ai l'impression que c'est la continuité de ce qui s'est passé en fait durant le mandat de François Hollande. Donc si je te comprends bien, Youssef, tu irais jusqu'à sous-entendre que ça pourrait être une vengeance du clan Hollande. Ouais, une vengeance. Puis de toute façon, depuis le début, Hollande, il voulait Emmanuel Macron. Il voulait pas de Manuel Valls, ça c'est clair. Ils se sont jamais super bien entendus. Et surtout, faut pas oublier que Macron, c'est un proche de Hollande. C'est Hollande. C'est le choix quand Macron est arrivé au ministère. Pour remplacer, je crois, Arnaud Montebourg. Oui. C'est un choix purement et simplement de Hollande. Hein. Oui, clairement. Ouais. Il était au secrétaire de l'Élysée. Oui. Il était au secrétaire de l'Élysée, Emmanuel Macron. Donc c'est-à-dire que c'était vraiment un des proches de François Hollande. Alors qu'il a jamais eu cette relation avec Manuel Valls. Donc quand les adversaires de Manuel Macron disent voter Macron, c'est voter Hollande, quelque part, ils ont pas tout à fait tort. Ah c'est clair, c'est clairement son fils spirituel. Ouais. Et voilà, c'est-à-dire que toute la force et le génie là d'Emmanuel Macron pour le moment dans cette campagne, c'est de faire croire qu'il est neuf, qu'il est nouveau, alors qu'il a été au gouvernement de Hollande et qu'il a appliqué à la lettre des lois. Oui, des lois qui sont contestables aujourd'hui. Oui, clairement. Donc il a fait que appliquer la politique de son président. Ouais. Et donc là aujourd'hui, il ne fait que pousser toujours plus loin la logique libérale qui a été impulsée par François Hollande en trahison de ce qu'il avait de la campagne qu'il avait menée en 2012. Kamel. Écoute Christophe, bonjour à ton invité, bonjour aux auditeurs auditrices. Alors moi j'aimerais quand même resituer des petites choses dans cette politique, de tout ce qui se passe actuellement. Ouais. Moi je me situe. Alors je pourrais très bien rester chez moi, être entrepreneur comme je suis, etc. et me foutre d'un certain nombre de choses. Ceci étant, moi je m'appelle Kamel. J'ai un nom de famille aussi. Je suis de ces musulmans. J'appartiens à cette communauté et j'interviens sur cette radio. Pour dire quoi ? Pour dire la chose suivante. Qu'est-ce que ça va arranger pour nous? Non mais très sincèrement, et je dis ça mais très profondément Christophe, j'en suis un peu ému. Qu'est-ce que ça va arranger pour nous, les musulmans de France, les maghrébins, qu'on soit arabo, berbéro, etc., etc.
qu'est-ce qui va changer pour nous, très sincèrement, par rapport à tout ce que nous venons de vivre et ce qui se prépare peut-être. Je ne suis pas dans une parano excessive, mais en intervenant sur France Maghreb 2, c'est bien évidemment cette réflexion que j'ai, et c'est celle que j'invite que nous ayons les uns et les autres. Qu'ont fait tous ceux qui prennent aujourd'hui la parole pour être président concernant ce que nous subissons, un peu avec une certaine similitude de ce qu'ont subi d'autres communautés, et moi, tu l'auras bien compris, je suis un communautaire, c'est-à-dire tant que ma communauté, tout ce qui s'apparente à être le délit de faciès, les ceci, les cela, moi je me préoccupe de ça. Et pourtant, crois-moi mon cher Christophe, que je suis assez à l'aise dans la vie, dans ma vie professionnelle, je pourrais m'occuper d'autre chose, mais je m'interdis de le faire parce que mon devoir, c'est d'être présent à côté de ceux qui souffrent dans ma communauté. Et ensuite, je pourrais passer à autre chose. C'est pour ça que je dis qu'il faut être vigilant et se souvenir ce que les uns et les autres ont pris comme position nous concernant, ce qu'ils ont dit ou n'ont pas dit, mon cher Christophe. Tu vois, lorsque... Moi, la question, je te la pose clairement aujourd'hui. Toi, tu rejettes tout en bloc, c'est-à-dire les 11 candidats, il n'y en a pas un qui te semble apporter un certain changement pour ta communauté, puisque toi, tu parles de communauté. Oui, alors je te cache pas, bien évidemment, je vais pas faire celui qui n'est pas attentif. Tu sais, les mots sont comme les fusils chargés. Quelquefois, les uns les emploient de telle ou telle manière. On sait pertinemment qu'on cherche également à nous courtiser le vote, parce que alors les musulmans, les arabes, les berbères, tout ça, on englobe tout dans un sac. Mais on sait aussi pertinemment, puisqu'il a été dit que Hollande, s'il était passé, c'était que les banlieues avaient voté, mais derrière les banlieues, on entend quoi? On entend les Maghrébins, on entend les musulmans. Ça veut dire que c'est un vote potentiellement important, qu'on a tenté depuis des années d'atomiser ces communautés. Cette communauté, bizarrement, quand il s'est agi des Africains ou des Maghrébins, des musulmans, eh bien, on atomise, alors que les communautés, par ailleurs, existaient et ont toujours existé dans ce pays qui, pour moi, est une mosaïque de communautés. Donc, c'est très important de se souvenir de tout ça. Alors, effectivement, et je vais répondre à ta question, il y a des petits sons qui sont du côté de Mélenchon, un peu avec Macron qui reconnaît effectivement tout ça pour nous séduire, qui reconnaît ce qui s'est produit par rapport à la colonisation. Il faut être attentif à tout ça. Ça coûte pas cher aujourd'hui de pouvoir le dire, donc on peut le dire. Alors on est attentif à tout ça, mais rappelez-vous, mesdames et messieurs qui écoutez, qui êtes à l'antenne, qui êtes présents à écouter la radio, soyez vigilants à qui vous irez donner vos votes, et ceux qui viennent vous courtiser pour vous séduire, sachez que l'hypocrisie gagne beaucoup de ceux qui viendront vous trouver. L'intérêt, notre intérêt commun, et croyez-moi, je dis qu'entre nous, nous avons 4, voire 5 dénominateurs communs, et c'est au nom de ces dénominateurs communs que nous devons nous battre, où que nous soyons. Kamel, dernière question, est-ce que toi tu as fait ton choix à titre personnel ? Actuellement, alors je te cache pas, j'ai eu une grande conversation là, dans un café avec des gens, parce que tout le monde, les uns et les autres, on a tous des conversations, on est tous interpellés. Moi, à ce jour, je te promets, et je viendrai te le dire à l'antenne, hein, à ce jour, j'écoute tout le monde. Je suis les débats à la radio, j'interviens dans les radios, à la télévision, etc. Je suis très attentif, mais crois-moi que je suis un peu, je suis un peu en dépit quand je vois ce qu'un certain nombre ont dit à une époque, que ce soit d'ailleurs Mélenchon ou d'autres, mais voilà, je suis très 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 attentif. Moi, j'irai vers ceux qui iront dans l'intérêt de notre communauté. J'invite tous ceux qui nous écoutent de faire la même chose et de ne jamais rien abandonner, de toujours persévérer. Notre intérêt, c'est un intérêt commun. Merci Kamel de m'avoir donné la parole. Kamel, je constate quand même qu'à force d'écouter et de fréquenter ces politiques, tu emploies aussi la langue de bois. Tu m'as pas répondu à ma question. Mais si je vais aller voter, non mais alors attends, écoute-moi bien, je vais aller voter. Et il y a quelque temps, je te disais le contraire. Rappelle-toi. C'est déjà un bon changement, moi, ça. Je ne cours après rien, tu vois. J'ai compris, Kamel, mais à la question... Je ne cours après rien, je suis pas un homme politique, je n'aspire à aucun poste, etc. Je dis, je suis un amazir quelque part, un homme libre, et je viens m'exprimer sur cette antenne en tant qu'homme libre, mais pas un idiot utile qui va recevoir les uns et les autres et à qui on va faire croire n'importe quoi. J'interviens
ma communauté, c'est important. Je pense à nos aînés et à tous ceux qui sont tombés. Je pense à tous ceux qu'on a discriminés, qu'on a diabolisés, qu'on a vraiment mis, sur lesquels on a mis l'index, etc. Moi, je me bats pour tous ces gens, où que vous soyez. Moi, je serai toujours aux côtés des miens, aux côtés de ma communauté. Je le fais tous les jours que Dieu fait. Eh bien, je continuerai à le faire. Et si ça peut éclairer certains... Donc, eh bien, Kamel, changement quand même. Tu vas aller voter, c'est déjà un bon début. Oui, je te le dis, je vais aller voter, bien sûr. Pourquoi? Parce qu'il faut pas non plus que le diable entre dans tout ça. Bon, ça très bien, très bien. C'est pas un blanc-seing qu'on donne, mon cher Christophe, et tu le sais très bien. Bon. J'irai voter pour éviter le pire dans cette société, mais ça sera pas fait n'importe quoi. Et moi, j'invite, et je terminerai là-dessus parce que j'imagine qu'il y a d'autres auditeurs qui veulent intervenir. Ouais. J'invite également à continuer à nous unir. Finalement, moi, je me bats aussi pour, une véritable structure représentant l'ensemble de la communauté. Merci, comme les Noirs Kamel. aux États-Unis ont su le faire. Merci, salut Kamel. Ping, ça vous convient d'être présenté comme le candidat du buzz? C'est la question qui a été posée à Nicolas Dupont-Aignan par Anne-Sophie Lapix. Écoutez, c'était dans l'émission C'est à vous. Ça m'est complètement égal si je fais passer mon message pour l'égalité républicaine, la démocratie, qu'on ait une vraie élection présidentielle. Ce message-là, il est passé lors de votre participation à l'émission? Oui, il est passé. Je vais vous dire, la vidéo du départ de TF1 a été vue à plus de 14 millions de fois. Oui. Tous les Français l'ont vu. Il y a eu plus de 1 700 000 téléspectateurs chez Cyril Hanouna. Et vous savez, quand on a une cause juste, le devoir, c'est de parler à tous les Français. Il n'y a pas de sous-téléspectateurs ou de sur-téléspectateurs. Vous ne parlez pas de votre programme et de vos idées dans ces émissions-là. Non, là j'ai parlé d'un point. Cyril Hanouna, mais j'ai parlé, je n'ai jamais prétendu aller chez Cyril Hanouna présenter mon projet. J'ai dit aux Français qu'un groupe comme TF1 se comportait mal avec la démocratie. J'ai fait passer mon message et je pense que c'est important de l'avoir fait. Maintenant, je parle de mon projet dans beaucoup d'émissions. Oui. Je suis quelqu'un de sérieux, tout le monde le sait. Mais il y a un moment, quand trop c'est trop, il faut se battre. Le candidat du buzz, Nicolas Dupont-Aignan, pour toi, Youssef? 14 millions de vues, c'est clair. C'est énorme. Ouais. Il aurait pas fait autant sur TF1. C'est énorme qu'il y a 14 millions de vues. Après, c'est marrant quand même d'aller chez Cyril Hanouna pour aller débattre et peut-être... du coup, là, vraiment, il renforce encore plus le candidat du buzz. Puisque là, on se retrouve dans une émission qui ne marche que par le buzz, par les scandales. Donc l'émission de Cyril Hanouna pour venir... Ça te choque que des politiques aillent par exemple dans ce type d'émission? Non mais Cyril Hanouna, c'est la fin de tout. Oui, non mais ça on est d'accord, mais est-ce que... Oui, c'est ultra chaud. Enfin je veux dire, déjà cette émission elle devrait pas exister alors que des politiques qui aillent, c'est encore pire. Mais bon, après pour Nicolas Dupont-Aignan, comme je l'ai dit, c'est vraiment... Pourquoi cette émission ne devrait pas exister, Youssef? T'as pas vu tous les scandales, ce qu'il a fait la dernière fois à une femme... c'est pas lui, c'est un de ses chroniqueurs. Ah oui, c'est un de ses chroniqueurs, c'est vrai, mais c'est de son équipe. Oui, bien sûr. Il était mort de rire en plus, alors qu'il aurait dû le recadrer et il le remettre en place quoi. Non, mais après c'est clair que partir là-bas, oui là, il est vraiment dans la démarche du candidat du buzz. Bon, Youssef est avec nous, il nous appelle du Val d'Oise. Salut Youssef. Oui, salut, salam alaikum Christophe. Bienvenue à toi Youssef. Ouais, Christophe, je sais pas si tu te souviens, j'ai appelé vendredi. Oui. Je t'ai eu, j'ai proposé une idée, après t'es parti dans un débat avec ton invité, et du coup j'ai pas pu développer mon idée. Rappelle-nous ton idée. C'était dire que voilà, on se plaint à la longueur de journée pendant toutes ces années que y a la ségrégation, que nous les musulmans on est stigmatisés, nanana. Et parmi tous ces candidats, j'ai dit qu'il y a un seul qui a la main souple sur nous, c'est Benoît Hamon. Qu'est-ce qu'on attend pour se réunir et de se regrouper autour de lui et l'aider à passer. Ouais. Après, tu m'as dit que bon, c'est le Parti socialiste qu'il est capable. Non, je te dis, je m'en souviens. J'ai que tu as raison, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est un candidat qui propose un programme assez intéressant sur beaucoup de domaines, etc. Bon, moi, la politique étrangère de Benoît Hamon est à l'image du Parti socialiste. Mais tu permets, Christophe, tu permets. Non, mais juste, je finis. Le problème qu'il y a pour Benoît Hamon, c'est qu'aujourd'hui, il paie le fait d'être au Parti socialiste. Et ça, vous pourrez pas enlever le fait qu'il y a des gens qui ont promis, depuis que l'on s'est fait avoir quand même roulé dans la farine par Hollande, de ne plus jamais voter socialiste. Et donc Benoît Hamon est victime de cela. On a été accusé à tort. Tu te souviens, on a été accusé à tort comme quoi on a aidé François Hollande
à devenir président. À tort, mais franchement, à tort. Alors, pourquoi on attend maintenant? Donnez-leur une vraie raison. Oui, on va aider Benoît Hamon. C'est le seul qui a la main un peu souple. Bien qu'on prend des coups, mais ça fait pas mal peut-être de la part de Benoît Hamon. Les autres, ça fait mal, ça fait très très mal. Et en plus de ça, dans le choix, Christophe, il y a des priorités. Il y a la politique étrangère, d'accord, il y a le logement, il y a le chômage, Mais pour moi, c'est le sort et l'avenir de notre communauté ici en France. On est des Français musulmans, on va avoir les mêmes droits. Youssef, tiens, bouge pas, on va demander l'avis à un autre Youssef qui est avec nous, Youssef Brakni. Écoute, pour moi, le Parti Socialiste, non, faut à un moment donné, voilà quoi. Non mais oublie le Parti Socialiste, Benoît Hamon. Attends, je veux juste préciser, hein. Ouais. Je fais partie d'aucun parti politique. Aucun parti politique. Non mais d'accord, on a bien compris. J'ai juste écouté les 5 candidats et j'ai vu que je répète toujours la même chose, celui qui a la main la moins dure, la plus souple, c'est Benoît Hamon. Mélenchon, les précédentes élections, on a voté pour lui. Qu'est-ce qui s'est passé? À quoi bon jeter ma voix par la fenêtre? On est en train de miser sur un cheval qui ne rentrera jamais. Mais jamais Mélenchon. Pour l'instant, Mélenchon est au-dessus d'Hamon, mais bon. Mais tu vas voir, il rentrera jamais. Ouais. Ça va être le même sort que François Bayrou. Là. Sauf que M. Bayrou, il est plus intelligent et plus sage. Il s'est rallié à Macron. Donc, Youssef Brakni, oublie le Parti Socialiste, Benoît Hamon, dans ce que dit Youssef, le raisonnement en tout cas employé par Youssef, sur le fait qu'il est la main légère en tout cas, et la plus intéressante pour la communauté franco-maghrébine. Non, en plus, non, je pense pas. Après, musulmane. Oui, la communauté musulmane, oui. Non, mais il a le discours là qui plaît, etc. Parce qu'il a plus que ça. De toute façon, l'autre Macron, il est en train complètement de tout lessiver. Et non, je trouve que Macron aussi, il a un discours muslim friendly, comme on dit. Macron aussi, il dénonce l'islamophobie. Il a dénoncé la stigmatisation des musulmans après les attentats. C'était un des rares à l'avoir fait. Bref, non, franchement sur ça, non, je pense qu'il y a pas vraiment de grosse différence entre Macron et Benoît Hamon sur ça. Mais pour moi, voilà, le Parti socialiste, c'est terminé, quoi. Il est temps d'arrêter de voter pour le Parti socialiste, ça c'est mon point de vue. Je ne vote pas Parti socialiste. Et pour moi, je reste sur ce que s'était dit quand on a fait les manifestations de Gaza en 2014, le serment de Gaza, puis jamais PS. Et si Benoît Hamon, il a beau être bien, enfin tout ce qu'on veut, etc. Pour moi, il est au Parti socialiste, il fait partie du système socialiste, et ce parti, il est temps d'en finir. Voilà, j'espère que ça va être ces élections, ça va être l'occasion de terminer avec ce parti à mon sens, qui ne cesse de nous traiter de manière paternaliste, parce qu'en fait, on serait la chasse gardée. L'électorat musulman, quartier populaire serait la chasse gardée du Parti socialiste, et on a vu comment le PS nous remercie à chaque fois. Risque de faire le pire score de son histoire. Maintenant, on se trouve dans un dilemme. On va voter pour qui? Pour Mélenchon ou pour Macron? Non, mais après. Non, moi je considère qu'il n'y a pas de candidat qui est populaire à l'heure actuelle. Moi, je parle pas de communauté, parce qu'on n'est pas une communauté, monsieur. La définition du communauté. Vous venez de parler de la main tendre, la main douce, je sais pas quoi, sur les musulmans. C'est qui les musulmans alors? C'est pas une communauté. Youssef, tu permets 2 secondes? Oui, Youssef, vas-y. Ouais. La définition d'une communauté est un groupe d'individus unis qui partagent les mêmes idées, les mêmes principes. On n'est pas unis du tout. Pourquoi donc tu parles de communauté musulmane depuis tout à l'heure? Pardon? Pourquoi tout à l'heure, depuis tout à l'heure, tu dis que Benoît Hamon c'est celui qui est le plus gentil avec les musulmans? En gros. Ouais, mais j'ai pas parlé de communauté. Bon d'accord, on n'utilise pas le mot communauté, tu veux pas l'utiliser, mais on utilise quoi alors du coup? Musulmans? Français musulmans. D'accord, les Français. Donc voilà. Donc moi, donc je reprends ma phrase avec tes termes. Donc à l'heure actuelle, aucun candidat ne correspond aux intérêts des Français musulmans. Alors il faut choisir celui qui se rapproche le mieux, le plus. Bah franchement, à ce jeu-là, je viens de le dire, Macron, il est pas mal du tout. Pas mal du tout. Vraiment. Il a fait les déclarations les plus courageuses après les attentats. Il est en train de s'entourer par des gens qu'on appelle du recyclage. Il se fait enterrer par Alain Madelin. Ah oui, non, il y a pas de problème. Alain Madelin qui l'a rejoint ou pas? Je suis d'accord. Vous revenez à Alain Madelin du temps de Chirac quand il était dans le gouvernement du Chirac. Oui, on est d'accord. Écoutez, qu'est-ce qu'il dit sur les musulmans? Oui, très bien. Oui, non, mais ça, je suis tout à fait d'accord. Mais après, je peux te dire qu'il y a le bilan du Parti socialiste aussi. Ouais. Merci Youssef. En tout cas, on a bien compris ton raisonnement. Il est intéressant. Voilà, très intéressant. Merci beaucoup Youssef. Jamila aussi. Jamila, salut. Oui, Christophe, bonjour. Oui, bonjour votre invité aussi. Vite, Jamila. Moi, je vais dans le sens de votre intervenant. Là, je pense que c'est plus que jamais maintenant, d'après ce que je vois et j'entends. Ça veut dire Fillon, comment ça s'appelle? Hamon, il peut pas passer seul. Monsieur Mélenchon, pareil. Eh ben, c'est le meilleur moment qu'ils s'unissent ensemble.
parce que les élections, c'est stratège, tu vois. Ouais, mais oubliez ça, Jamila, c'est pas possible. Ils vont s'unir, ils vont dégager. Non, mais Jamila, vous rêvez. Marine Le Pen aussi. Jamila, vous rêvez aujourd'hui. Cette alliance ne se fera pas. Non, c'est pas faisable, ça ne se fera pas parce qu'il y a un problème d'ego. Voilà, et ça ne se fera pas. Non, après il y a aussi un problème de ligne aussi, je pense. Oui, l'entêtement de l'être humain, tout simplement. Et sur la ligne Europe. Il est mieux. Alors, je vois pas pourquoi, parce que c'est vrai, il reste combien, 20 jours, voire, on n'a pas fait notre choix. Ouais. Moi, c'est Fillon, je peux pas faire confiance. Marine, je suis pas dans son clan. Alors, ce qu'il fait, il nous faut, comme disait le jeune homme maintenant, quelqu'un qui nous rassure, quelqu'un qui cherche pas dans nos poches, quelqu'un qui soulève cette France. J'ai jamais vu des élections de la sorte. Maintenant, il est temps que, tout simplement, qu'on laisse l'entêtement de l'être humain. Ils vont s'unir, Mélenchon et Hamon. Oui, mais là, vous rêvez, Jamila. Jamais de là, vous rêvez. Voilà, vous le savez très bien. Oui, je rêve, j'ai le droit de rêver. Oui, bien sûr. Voilà. C'est la radio du rêve. Merci beaucoup, Jamila. À bientôt, parce que ces deux-là sont pas du tout, ils sont en grande partie, c'est vrai, d'accord sur beaucoup de sujets, mais sur des sujets par exemple comme l'Europe, ils sont pas d'accord. Ouais, sur la politique étrangère, ils sont pas d'accord. Non, puis même, je crois que les gens ont pas de mémoire. Ça, le problème, c'est que Hollande en 2012, il a fait une campagne de dingue. On a l'impression que c'était Poutou limite. Enfin, j'exagère. Mais attends, il a quand même dit que son ennemi allait être la finance. Ouais. Il a une campagne ultra gauche, y compris sur les quartiers populaires. Non, mais faut arrêter 2 minutes, quoi. C'est bon, ça y est. Mais moi, je suis assez étonné par ton œil observateur, mon cher Youssef. Oui. T'es en train de me dire que Macron, pas mal. Non. Macron, pas tu du disais tout à l'heure, c'est un candidat fabriqué du système qui n'a zéro expérience. C'est un hollandiste. Oui. Voilà. Et j'ai dit que si on prend que l'argument des discours, les mots, c'est-à-dire faire un discours. Il a dit tout et son contraire, il est parti en Algérie pour parler de la colonisation, il est revenu ici, il a dit le contraire. Exactement. Et non, mais moi je parle sur la colonisation, sur l'islamophobie, sur la question de la place des musulmans. Macron, il a un super discours. Moi je sais que c'est une arnaque. Moi j'ai un recul politique, je voterai jamais Macron de ma vie, mais je trouve que, comme je t'ai dit la dernière fois, il prend la même ligne que Trudeau au Canada. Ouais. Donc non, moi je suis pas du tout de Macron, mais je suis en train de dire c'est que si on prend que ce critère-là des discours faits dans des meetings pour avoir un électorat, ça a pas de sens. Ouais. Faut voir au-delà quand même, faut avoir une lecture politique. Allez, 01 40 33 9000. Moi la question je vous la pose aujourd'hui. Est-ce que vous avez fait votre choix? Pour qui? Pourquoi? Comment? Ou alors est-ce que vous êtes comme nombreux Français, vous êtes encore indécis? Est-ce qu'il faut, je ne sais pas, s'unir pour espérer peut-être donner la voix à un candidat qui aurait la main souple, comme disait Youssef tout à l'heure. Vous nous appelez pour nous donner un petit peu votre sentiment. Est-ce que vous avez fait votre choix? Voilà, ça nous intéresse. On est à J-27, là, ça y est, on approche à grands pas. Mais il peut encore s'en passer des choses. Ah oui, et oui, on n'est pas à l'abri de quelques changements, quelques revirements. Surtout pour Fillon. Oui, alors là, Fillon, je ne sais pas où ça va le prochain truc. Vous savez qu'il devait aller là, je sais plus où d'ailleurs en France, il a dû changer de train. Il a changé de train pour échapper à une manifestation qui l'attendait à son arrivée à la gare. Non mais c'est hallucinant quoi. Justement, Fillon, il lance sa question dans le zapping puisqu'il a eu a été accueilli par des œufs dans le Pays Basque ce week-end. Ah oui, c'est pas le produit de base là-bas dans le pays, enfin, c'est pas la spécialité du Pays Basque, les œufs. Mais oui, c'est le foie gras, mais non, c'est des œufs. Voilà. Il y avait un parapluie, enfin l'image absolument pitoyable de Fillon là-bas sur place. On y revient dans un instant avec vos appels bien sûr. 01 40 33 9000. Bienvenue à tous. Bon début de semaine. Youssef Brakni est avec nous. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Le grand forum, merci d'être avec nous avec Youssef Brakni qui est avec nous sur France Maghreb 2, notre prof d'histoire, mais aussi notre grand militant de toutes les causes, de beaucoup de causes en tout cas, Youssef Brakni. Ouais. Il va nous parler d'ailleurs dans son avis tranché de l'anniversaire qui a un siècle de la déclaration Balfour, de cette lettre, tout à fait, de cette promesse, la seule tenue par les Anglais. Par l'Empire britannique. C'est ça. On continue nous ce zapping, on en parlait juste avant la pub. François Fillon, à chaque déplacement, son lot de manifestants, c'était au Pays Basque samedi, accueilli par un concert des œufs. C'est bon. François Fillon était déjà habitué au bruit des casseroles. Ce matin au Pays Basque, il a en plus dû se réfugier sous un parapluie pour éviter les jets d'œufs. Ces militants sont venus défendre la cause des prisonniers politiques basques, mais pas seulement. Nous, quand on fait quelque chose, on est de suite en prison pour 3 fois rien. On peut plus rien dire, on est arrêté. Et lui, il magouille à grande échelle. Dans quel monde ils sont ces gens-là? Ils sont pas dans la réalité.
Le candidat LR reste imperturbable et réplique quelques minutes plus tard. Ces manifestations, c'est une insulte à la démocratie. C'est une insulte aux millions de Français qui me soutiennent. Et plus ils manifesteront, plus les Français me soutiendront. Voilà. Je pense que là, son cas s'aggrave, de pire en pire. Ah ouais, non, mais là, c'est ridicule. C'est-à-dire que les manifestations sont antidémocratiques pour lui. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Le fait de protester contre quelqu'un, de pas être d'accord, c'est antidémocratique? Non mais je pense que là il est complètement dans sa bulle. Il est dans le déni là, complet. Ouais, dans sa bulle, il fonce droit devant le mur. De toute façon, il se dit que c'est sa seule échappatoire. Soit il y arrive, il passe et donc il pourra peut-être échapper à toutes ces poursuites judiciaires qui s'enchaînent et tous les scandales qui n'arrêtent pas de tomber les uns après les autres. Et surtout là, il est mal tombé dans voilà, le Pays Basque, c'est quand même une terre qui est on rigole pas là-bas. Très militante et qui a subi une lourde répression quand même. Et vous vous rendez compte que cette élection pourra peut-être mettre à mal les deux partis historiques? Oui, c'est ça. En fait, et d'un côté le Parti socialiste et l'autre les LR, qui a changé de nom à plusieurs reprises, mais qui reste toujours le même en définitive. La droite, donc, avec son parti, et la gauche avec le Parti socialiste, pourrait avoir de grosses difficultés dans l'avenir, pour ces partis en tout cas, pour leur existence. Oui, non, mais c'est clair que là, on arrive au bout de quelque chose, au bout de ce qui a été enclenché depuis le début de la Ve République, en fait. Et sur ça, là, c'est clair que c'est la fin des grands partis traditionnels. Et puis surtout, on voit qu'en fait, en réalité, ces partis-là, ils ont servi. C'était scandale. On oublie, mais en fait, il y a eu Sarkozy aussi, qui a enchaîné pratiquement plus de 7 affaires judiciaires. Ouais. Il a quand même cumulé avec Air Cocaïne, Big Malion, bref, il y en a eu des vertes et des pas mûres. Et je pense que c'est d'ailleurs pour ça qu'il a perdu. Ouais, les Condé-Lisée, et je pense que c'est pour ça qu'il a perdu. Bettencourt. Ouais, Bettencourt. Et en fait, Fillon a été élu primaire de la droite, bien loin devant Sarkozy, je pense sur le fait que Fillon lui incarnait une certaine, propreté, intégrité. Et avec tout ça, est-ce que vous avez fait votre choix? C'est la question qu'on vous pose aujourd'hui en guise de question ligne rouge. Aujourd'hui, 01 40 33 9000. Cette question reviendra fréquemment, mais on est à J-27 de cette élection. Il reste encore 2 débats. Le premier quand même a été important puisqu'il a permis à Jean-Luc Mélenchon de prendre une certaine envolée et d'afficher, en tout cas en ce qui lui concerne, peut-être l'envie de mettre un peu le bazar dans cet espace politique, et ça plaît à certaines personnes. 01 40 33 9000 avant de retrouver ton avis tranché et la suite de ce zapping dans un instant. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, Mohamed de Paris. Bonsoir Mohamed. Est-ce que vous avez fait votre choix, vous, Mohamed? Depuis longtemps, mon ami, depuis longtemps. Ah, alors c'est qui? Pourquoi? C'est Mélenchon. C'est le front de gauche surtout. Ouais. Au-delà de Mélenchon, c'est le front de gauche. Pourquoi? Parce que c'est le seul parti qui est vraiment du côté du peuple, du côté des travailleurs, et pas des côtés des puissants. Si vous avez regardé le débat la dernière fois avec les 5 candidats, il n'y en a qu'un seul qui n'a pas parlé du terrorisme islamiste. Un seul. Lequel? Mélenchon. Les autres, c'est tous djihadistes et compagnie. Après, il y a Youssef tout à l'heure qui disait oui, mais Macron, lors des attentats, il a tenu de belles paroles et tout. Non mais attends, tout le monde tient des belles paroles, hein. Hollande, il a dit qu'il était l'ennemi de la France, hein. Des belles paroles, tout ça. C'est des belles paroles, mais on s'en fout. Mélenchon, tous les présidents, etc., ils ont dit oui, il faut pas faire d'amalgame, etc. Mais bon, c'est les premiers à le faire, l'amalgame. Ouais. Merci Mohamed. Merci beaucoup. Donc ton choix est fait. Donc depuis longtemps, Mélenchon. Merci Mohamed. Allez, Youssef, est-ce que t'es prêt? Ouais. Ouais, t'es prêt. Alors c'est parti, on va y aller. On balance le jingle pour la vie tranchée de Youssef Brakni. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Si on fait quoi que ce soit, c'est la mise à pied. Alors piétinez-moi, allez-y. L'anniversaire de la déclaration Balfour, c'est ce que souhaite évoquer aujourd'hui Youssef Brakni. On y va, Youssef. Alors Christophe, on entend souvent cette fameuse phrase attribuée à Ibn Khaldoun, les Arabes se sont entendus pour ne pas s'entendre. Une citation souvent utilisée pour décrire la situation chaotique du monde arabo-musulman et en particulier la situation au Moyen-Orient. Ces conflits et ces drames que vivent les peuples du Moyen-Orient se résumeraient à cette phrase, que finalement tout cela n'est qu'une malédiction, une fatalité contre laquelle nous ne pouvons rien. J'aimerais revenir dans le temps, dans l'histoire de cette région tant meurtrie aujourd'hui. Nous sommes en 2017 et cette année 2017 correspond au centenaire de la déclaration Balfour en 1917. Pour beaucoup, cela ne renvoie à rien, mais il est fondamental de profiter de son centenaire pour replacer dans une perspective historique les guerres qui se déroulent aujourd'hui au Moyen-Orient.
La déclaration Balfour tient son nom du ministre des Affaires étrangères britannique, Lord Arthur James Balfour. Il s'agit d'une lettre écrite par ce ministre à Lord Walter Rothschild, représentant des Juifs britanniques, dans laquelle il déclare que le gouvernement de Sa Majesté répond favorablement aux aspirations sionistes de créer un foyer national juif en Palestine. De cette promesse va naître le conflit colonial en Palestine, alors sous mandat britannique, qui aura des répercussions bien au-delà du territoire palestinien. C'est tous les peuples du Moyen-Orient qui en paieront les conséquences, et en premier lieu, les Palestiniens, qui vont se retrouver dépossédés de leurs terres ancestrales par une simple lettre. Les sionistes, forts de cette légitimité, vont accélérer leur projet colonial sur la Palestine. On ne peut comprendre l'ampleur de ce bouleversement si on ne remonte pas une année auparavant, en 1916, année lors de laquelle ont été signés les accords de Sykes-Picot qui ont modelé le Moyen-Orient sur les restes de l'Empire ottoman. Ce sont les Français et les Anglais qui, en pleine Première Guerre mondiale, se sont partagés cette région en mandats et zones d'influence pour mieux la dominer. Le Moyen-Orient que l'on connaît aujourd'hui est né de ce découpage par les puissances coloniales de l'époque. L'Irak, le Liban, la Syrie sont nés de cet accord secret. Aujourd'hui, 100 ans après, nous assistons en direct à la fin chaotique du système né de ce découpage. La fin d'un système incarné par des régimes souvent basés sur des minorités ethniques, des systèmes qui ont été mis en place par ces puissances coloniales. Combien de Français savent que l'arrivée actuelle de migrants venus du Moyen-Orient, jusqu'ici en Europe, trouve en partie son origine dans des accords passés entre Européens il y a un siècle, et que leur pays, la France, a une responsabilité directe dans cette situation? Nous savons également, via les conservateurs américains, du temps des mandats de George Bush, qu'il y a une volonté d'en finir avec cet héritage d'il y a un siècle. Ce que les Américains ont appelé le nouveau Grand Moyen-Orient, qui a débuté par la guerre contre l'Irak en 2003. Tout cela pour revenir à ma citation de départ. Les Arabes se sont entendus pour ne pas s'entendre. Il faut en finir avec ce genre de phrase simpliste dès que l'on évoque le conflit colonial en Palestine ou les guerres au Moyen-Orient. Il nous faut replacer nos vécus dans une perspective historique, ne pas nous dénigrer, sortir du fatalisme qui nous condamnerait à l'impuissance et à l'échec. Il nous faut pointer du doigt les responsabilités coloniales qui continuent de perdurer sous différentes formes. En ce centenaire de la déclaration Balfour, il nous faut mettre en avant les résistances, se remémorer la résistance du peuple palestinien qui a commencé à se battre dès l'arrivée du premier colon sioniste. Enfin, il nous faut mettre en avant l'image d'un peuple arabe qui a résisté au colonialisme britannique et français, celui d'hommes et de femmes qui ont fait le choix de la résistance, malgré les terribles répressions, de se tenir debout, nuque raide, face aux colons. Cette image du Palestinien en exode qui semble nous dire « j'ai plus de souvenirs que si j'avais 1000 ans ». Replacer encore et toujours nos histoires au cœur de nos luttes d'aujourd'hui. Merci beaucoup Youssef, très bel avis tranché bien sûr, un avis tranché en guise de mémoire bien sûr, ouais. Pour parler donc de cette déclaration Balfour. Aujourd'hui effectivement on est au centenaire de cette déclaration Balfour qui a eu des conséquences et qui a des conséquences jusqu'à aujourd'hui bien sûr dans cette région du monde. 01 40 30 39 000 si vous souhaitez évidemment réagir sur ce que vient de nous dire notre ami Youssef Brakni. N'hésitez pas à prendre la parole dans cette émission, par mail aussi, lgf@francemaghreb2.fr. On va continuer en attendant notre zapping qui est décidément très chargé puisqu'il s'en est passé des choses, notamment, tiens, samedi soir, Hervé Mariton, vous connaissez, oui, était l'invité de Ruquier dans l'émission N'est pas couché. Sur France 2, le député a révélé son salaire, un peu plus de 5 000 € net par mois, un salaire jugé insuffisant à ses yeux, une réflexion qui a fortement agacé Lambert Wilson et Isabelle Saporta. Cette dernière n'a d'ailleurs pas mâché ses mots pour manifester son mécontentement. Écoutez. Je vais dans une classe, l'autre jour j'étais dans une classe à Cré, dans une école de Cré. Les enfants me demandent combien vous gagnez. Je leur réponds, j'ai rien à cacher, c'est public, et je me dois de leur répondre. Et les enfants réagissent immédiatement en disant c'est beaucoup. Et l'enseignante, un député, gagne un peu plus de 5 000 € net. Et la prof a immédiatement réagi en disant pour vous, les enfants de cette classe de CM2, c'est beaucoup, mais si on compare, tout dépend avec qui vous comparez. Avec la personne riche, un animateur télé ou autre, oui. Vous, en une soirée, vous gagnez beaucoup plus que je ne gagne en un mois, mais votre talent est infiniment supérieur au mien. Mais merci de l'avoir remarqué. C'est horrible. Je suis pas sûr que... Non, mais moi, ce que je trouve... J'ai un zeste de lucidité et je dis simplement qu'il n'est pas absurde. Emmanuel Macron lui-même l'a dit. Pourtant, il dit beaucoup de choses fausses, mais là, je trouve qu'il a dit quelque chose qui ne l'est pas, exceptionnellement. Il vous obsède, hein, lui. Hein.
Tantôt, vous le reprenez à votre... C'est comme avec... Oh, on en a assez peu parlé ce soir. Lambert Wilson. Il m'obsède pas Emmanuel Macron. C'est comme avec Fillon, vous allez avoir du mal à attendrir les Français sur le sort des députés. Hein. Je ne cherche pas à les attendrir. Non, mais je veux dire... Je cherche à dire quelque chose de rationnel. Il se trouve, il ne me paraît pas invraisemblable de faire une comparaison entre la rémunération d'un parlementaire et ce qu'est la rémunération moyenne d'un cadre en France. Pourquoi vous avez voulu être parlementaire, monsieur? Pourquoi Pour vous avez voulu... servir. Ben voilà. Et donc, si j'ai... c'est ça, c'est normalement, quand on s'engage en politique, c'est qu'on a une certaine idée de la France, on a une certaine idée de son pays, et on parle pas comme un boutiquier à essayer de se comparer avec qui gagne plus de pognon que moi. Ça, c'est pas possible. Non, mais je vous jure, c'est inaudible. C'est inaudible aujourd'hui ce que vous dites. Inaudible. On a passé notre campagne présidentielle. Moi, je suis désolée, j'ai 40 ans aujourd'hui. Je n'ai fait que voter par dépit depuis que j'ai le droit de vote. On a passé notre campagne présidentielle par conviction. sur les costards de Fillon, sur les histoires d'emploi présumés fictifs et le reste. On a eu une captation du débat. On a abordé aucune des questions de fond. On a eu une vous captation posez une question, du débat. je réponds. Non, mais je veux dire, et on vous dit, ah oui, c'est pas bien d'avoir des conflits d'intérêts dans tous les sens. Et vous dites, non, mais vous avez qu'à nous donner plus de pognon. On sera moins tentés. Non, madame. Non, c'est inaudible. Non, madame. C'est inaudible. Je suis désolée de vous le dire, c'est inaudible. Voilà, Isabelle Saporta, elle est pas mal, non? Ouais, franchement, elle l'a bien remis en place. Hein. Voilà. Et puis après, bon, elle pointe du doigt quelque chose qui est clair en France, c'est que, bon, on le sait, hein, quand même on le voit au niveau local, bah oui, la politique, c'est un métier comme un autre, en fait. C'est une carrière. Ouais. C'est que certains payent, bah ouais, parce qu'à partir du moment où tu payes ton loyer avec ça, enfin, plus que le loyer, là, on a atteint des choses extraordinaires, ils ont un tel patrimoine. Bah, comment on peut arriver à un patrimoine? J'ai vu certains de 1 million d'euros sans jamais avoir travaillé de sa vie. Ouais. Mais moi, je travaille, je n'aurai jamais un patrimoine de 1 million d'euros, c'est improbable. Et donc, effectivement, la politique, c'est une carrière comme une autre. La situation en Guyane, on va en reparler dans un instant d'ailleurs en détail, qui s'invite dans la campagne présidentielle, à l'image de Marine Le Pen hier. Écoutez. J'étais en Guyane il y a quelques semaines. J'ai vu et j'ai compris, à Cayenne et à Saint-Laurent-du-Marigny, que nos compatriotes de Guyane n'en peuvent plus. Ils sont comme nous tous, ils n'en peuvent plus. Ils n'en peuvent plus d'une immigration massive. Ils n'en peuvent plus de l'insécurité qu'elle génère. Quand 50% des détenus en Guyane sont étrangers. Ils n'en peuvent plus de la saturation des services publics et de ne plus avoir accès à des services de santé débordés. Si je n'excuse pas les blocages de ces collectifs citoyens, honnêtement, je les comprends. Il est temps, enfin, que l'outre-mer soit traitée à la hauteur de la chance qu'elle représente pour notre pays. Il est grand temps aussi d'y remettre de l'ordre. Remettre de l'ordre, c'est ce que propose Marine Le Pen hier dans un meeting, mon cher ami Youssef. Ouais, elle est toujours pareil dans la continuité de sa haine, mais après, franchement, je trouve ça dommage que là, je vois que le débat est en train de virer en mode immigration clandestine, insécurité, alors que c'est pas vraiment ça. Là, il y a une grève générale qui vient d'être lancée sur des raisons sociales. Il y a plusieurs raisons. Mais là, voilà, il y a plusieurs raisons. C'est vrai que ça en a fait partie. Je crois que c'était les 500 frères, je crois. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais après, il y a tout un mouvement syndical là qui se met en place, qui est comparable à ce qui a été fait en Guadeloupe avec le LKP. Et puis voilà, pour dénoncer le traitement indigne, soi-disant d'un territoire français, parce que c'est un département, c'est pas une île comme le pense Emmanuel Macron, c'est en Amérique du Sud. Enfin voilà, c'est un territoire français, c'est complètement indigne. Et moi, je tiens à dire que voilà, c'est pour moi, de mon point de vue, hein, j'ai un point de vue politique sur ces territoires-là. Pour moi, ce sont encore des colonies. Ouais. Donc chacun y va de son ton petit grain de sel. Tiens, pour changer de sujet, vous vous souvenez de Dossier tabou sur l'islam de Bernard de la Villardière? Ouais. Nouveau numéro ce soir de Dossier tabou consacré au cannabis. Bah oui. Changer. Alors pourquoi je vous parle de Dossier tabou et de Bernard de la Villardière? Parce que hier soir, dans son émission Enquête exclusive, le dimanche soir sur M6, consacré donc une nouvelle fois au terrorisme et au personnage d'El-Baghdadi, avec le témoignage de son ex-femme. Écoutez, c'était hier soir dans Enquête exclusive sur M6. Moi, je crois en ce verset. On ne paye pas pour la faute d'un autre. Même si cet homme-là est coupable de tous les crimes, de toute la violence, de terrorisme, ce n'est pas la faute de sa femme. Et cette petite fille, elle porte tous les crimes du monde sur ses épaules. Sa seule faute est d'avoir vu le jour. C'est son destin alors qu'elle n'a commis aucun crime. De quoi est-elle coupable? Le monde entier est contre son père, mais elle, ce n'est qu'une enfant.
Qu'a-t-elle à voir avec le terrorisme ou les guerres? Sadja décrit Al-Baghdadi comme un père de famille bienveillant. Voilà, un extrait de l'émission, enquête exclusive hier soir sur M6 que t'as peut-être pas vu, donc je pense Youssef. Non, j'ai pas du tout. Non, je regarde pas ce genre de torchon. Mais après, c'est, je sais pas. J'avais déjà lu en fait cette interview sur la presse écrite de la femme, de l'ex-femme, parce que c'est plus sa femme de Baghdadi, où elle disait que voilà, elle le comprenait pas, etc. Mais bon, franchement, à chaque fois, je vois pas trop l'intérêt de montrer ce genre d'interview. Je suis mal à l'aise en fait. Ça crée un malaise. Ouais. Alors justement, pour montrer toujours qu'il va plus loin et plus haut, l'ami de Villardière, c'est que ce soir, à l'occasion donc d'une émission consacrée au cannabis, il s'est prêté au jeu de fumer un joint avant de conduire, pour expliquer et se rendre compte des effets que peuvent représenter le cannabis au volant. Ouais, ça te laisse sans voix. De quoi? Je dis Bernard Villardière, pour donc son émission qu'il va présenter ce soir, s'est prêté au jeu, ou plutôt à fumer un joint avant de conduire, pour se rendre compte par lui-même des effets que peuvent avoir le cannabis sur l'homme en conduisant. Bah, c'est du buzz, purement du buzz, clairement. C'est clairement du buzz. Mais après, de la Villardière, c'est un militant. De la Villardière, c'est un vrai militant, limite d'extrême droite, quoi. Il a une idéologie et il cherche à vraiment à aller dans le sens d'une certaine idéologie de diabolisation de l'islam, etc. Et d'ailleurs, c'est bien parce qu'il y a des militantes sur Internet, notamment de Twitter, comme Siam Asbag, Widat Ketfi, deux militantes journalistes, qui ont fait, du coup, qui repassent derrière lui. Et qui sont retournés à Sevran, et c'est grâce à notamment à elle qu'on a pu avoir par exemple la version des jeunes de Sevran à l'époque quand il avait été filmé. Je sais pas si vous vous en souvenez, il y a eu une altercation et où ils ont donné leur version, et surtout ils avaient filmé, ils ont eu la bonne idée de filmer, et on a pu avoir l'autre version. Et du coup il était très mal de la Villardière. C'est clair. Alors dans la rubrique Buzz et Bourde, elle est signée Emmanuel Macron. Pour lui, la Guyane, c'est une île. Ce qui se passe en Guyane, en effet, depuis plusieurs jours, est grave. C'est grave en raison des débordements, et donc mon premier mot est celui d'un appel au calme, parce que je crois que bloquer les pistes d'aéroport, bloquer les décollages, parfois même bloquer le fonctionnement de l'île, ne peut être une réponse apportée à la situation. On va peut-être lui expliquer à Manu quand même que la Guyane c'est pas une île. Non, mais ça montre tout le mépris en fait, tout le mépris qu'ils peuvent avoir pour du coup ces anciennes colonies. Et franchement, voilà, Macron, ce qui est intéressant, c'est qu'au fur et à mesure qu'il parle, au fur et à mesure que cette campagne avance, on voit qu'en fait, elle est pas très solide, quoi. Qu'il maîtrise pas. Puis en plus, c'est inadmissible ce qu'il dit qu'on bloque une île. Enfin, donc là, c'est pas une île, mais bon, bref, on bloque une île, on bloque un territoire, mais est-ce qu'on sait dans quelles conditions vivent les Guyanais? Le taux de pauvreté en Guyane, il est extrêmement élevé. Donc c'est inadmissible de dire ça en fait. Et c'est le seul moyen qu'ils ont, et la preuve, ils ont eu raison de le faire, de bloquer la Guyane, puisque là on en parle. Exactement, et on en parle d'ailleurs dans l'actualité et aussi dans cette campagne politique. Alors la grève générale donc en Guyane, justement, on en parle, plus de liaisons aériennes, grève illimitée. Sur place, une mission interministérielle face à l'union de 37 syndicats, face aussi à l'insatisfaction des élus locaux. C'était avant l'annonce de Bernard Cazeneuve ce midi. Le chef du gouvernement a fait savoir qu'une délégation de ministres serait sur place avant la fin de la semaine. Le Premier ministre affirme aussi vouloir signer un pacte d'avenir dans les meilleurs délais. Forte mobilisation donc qui a poussé Paris à réagir. Donc les revendications qui portent sur la santé, l'éducation, l'immigration, l'économie ou le chômage, c'est l'insécurité qui est dans tous les esprits visiblement. Ces 2 dernières années, la violence a atteint des niveaux insupportables, Youssef, en Guyane. Agression, braquage et ce chiffre, 48 meurtres en 2016, plus qu'à Marseille, pour un territoire d'à peine 250 000 habitants. Alors, il y a 2 mois, quand le collectif des 500 frères contre la délinquance s'est créé, il a remporté l'adhésion de tous. Son porte-parole, Mickaël Moncé, que je vous propose d'écouter. Plus possible de vivre comme ça dans le département. Beaucoup trop de meurtres, beaucoup trop de délinquance. On a l'impression que la Guyane est devenue une zone de non-droit et ça ne peut plus continuer comme ça. Voilà pour ce qui est de son porte-parole. 25 gendarmes et un escadron de mobiles ont été annoncés hier par la délégation interministérielle envoyée par Paris. Mais les Guyanais refusent de négocier avec ces hauts fonctionnaires. Ils souhaitent s'entretenir directement avec des membres du gouvernement. Justement, François Hollande s'est exprimé
sur la Guyane, alors qu'il se trouve en ce moment à Singapour. La sécurité en Guyane reste une priorité d'après le chef de l'État. Des moyens vont être déployés sur place et des ministres vont aller justement à Cayenne. Le président affirme qu'il s'exprimera à ce sujet dès son retour en France. François Hollande qui se trouve donc à plus de 10 000 km de Paris, et son attention reste en partie retenue par ce qui se passe au niveau politique en France aussi, notamment ce qui se prépare pour les prochaines semaines avec une fin de mandat lourde d'enjeux. Je vous propose d'écouter François Hollande et sur ce qu'il a déclaré ce matin à Singapour. Je n'ai pas terminé mon mandat, j'ai encore à faire pour éviter que le populisme, le nationalisme, l'extrémisme puissent l'emporter, y compris dans mon propre pays. Mais ce n'est pas une mission qui est celle simplement du président de la République, c'est une affaire de citoyens, c'est une affaire de responsables qui à un moment ou à un autre doivent élever la voix. Pour ce qui me concerne, je continuerai à parler autant que nécessaire et à faire en sorte que ce que j'ai fait comme président puisse avoir une suite et qu'il y ait une portée à ce que j'ai engagé en Asie, en Afrique, au Moyen-Orient et bien sûr en Europe. Par ailleurs, pour les activités privées, je n'en avais pas avant, je n'en ai pas eu pendant, je vous l'assure, et j'en aurai pas après. Voilà, François Hollande qui fait un petit peu son bilan à Singapour, Youssef. Non, mais après, juste pour revenir par rapport à l'envoi de policiers supplémentaires et tout, mais bon, moi, après cette problématique de l'insécurité, c'est une problématique qui est présente en fait en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, dans tous ces territoires. Mais le problème, c'est qu'on règle pas le problème de fond. Ouais. C'est que s'il y a autant d'insécurité, d'ailleurs ça se trouve en Amérique du Sud, faut savoir qu'il y a le narcotrafic, c'est une des plus grandes plaques tournantes du monde avec le marché américain qui est au nord, et surtout, je veux dire, ça réglera pas le problème de fond de la pauvreté, du sous-développement de cette région, qui est vraiment dans un état lamentable. Il faut le savoir. Et c'est vraiment quand ils ont bloqué la fusée Ariane que vraiment les gens ont commencé à se dire peut-être qu'il se passe quelque chose, parce que là ils seront touchés à nos intérêts économiques. Ouais. Mais sinon tout le monde s'en fout en fait. Et Hollande le premier visiblement. Visiblement. Il y a encore un président en France, c'est ce qu'il a tenté d'essayer de nous dire donc dans cette déclaration depuis Singapour. Parce que c'est vrai que non, il est en vacances là. Ah oui, vous croyez ? Ouais. Bon, d'accord. Là, il termine sa petite tournée là. Allez, dans un instant, on continue bien sûr de feuilleter l'actualité, le j'aime ou j'aime pas et le coup de cœur de Youssef Brakni. Bienvenue à vous, c'est le Grand Forum. Jeff, le Grand Forum avec vous, chers amis auditeurs, et Youssef Brakni qui est avec nous sur France Maghreb 2 en ce lundi. Avec vos appels bien entendu au 01 40 33 9000 pour rejoindre la radio. Alors nous en parlions il y a quelques instants, Youssef, grève générale en pleine campagne électorale, campagne marquée aujourd'hui encore par les affaires, puisque des élus de droite, 6 élus de la formation François Fillon du Parti Les Républicains ont écrit une lettre adressée au procureur de Paris mais aussi à la procureure du parquet national financier pour qu'une enquête soit ouverte, l'enquête sur l'existence d'un cabinet noir présumé tel qu'il est décrit, présenté dans le livre écrit par 3 journalistes. Bienvenue, Place Beauvau. C'est une note de lecture qui a été adressée au procureur de Paris et à la patronne donc du parquet national financier. Les 6 poids lourds de la droite, auteurs de la lettre, ont visiblement penché tout le week-end. L'ouvrage Bienvenue, Place Beauvau a été disséqué, épluché de manière à faire ressortir tableau à l'appui tout ce que les signataires on considère comme des infractions commises par l'exécutif. Au total, 17 passages du livre relèvent selon eux des qualifications de corruption, de trafic d'influence, d'atteinte à la vie privée ou encore d'abus d'autorité. Les signataires invoquent l'article 40 du Code de procédure pénale et dénoncent, comme l'avait fait François Fillon, l'existence d'un cabinet noir à l'Élysée, une officine qui nous mettrait en cause directement François Hollande, ainsi que l'ancien ministre de l'Intérieur Manuel Valls. Cette note de lecture, cette perception d'un complot lié à la tête de l'État n'est pas celle des auteurs de l'ouvrage qui voient dans les allusions du candidat LR un raccourci. François Fillon exploite ce bouquin et tire sa dernière cartouche, estime ainsi Olivier Racassens, auteur du livre. Voilà un petit peu pour résumer, faire un petit résumé de ce qui s'est passé ce week-end et de cette initiative prise par 6 fidèles de François Fillon pour écrire une lettre de dénonciation en quelque sorte, quoi, pour essayer de sortir de l'impasse de ses affaires personnelles. Oui. Après c'est intéressant parce qu'en fait du coup là on a la riposte, on se demandait quand est-ce que les Républicains ou François Fillon allaient répondre. Maintenant on a la réponse. Et donc c'est un peu la réponse. Mais après le truc c'est que là ça a fait que renforcer encore plus l'idée du tous pourri, que en fait voilà c'est tous les mêmes. C'est vraiment catastrophique en fait. Ouais. Voilà, en tout cas, affaire à suivre. Bon, ça ne donnera pas grand-chose dans cette histoire, mais bon, moyen de faire du buzz, quoi. En tout cas, ça n'affectera pas Hamon.
Certainement pas, je sais pas. Après, faut voir, tout est possible, mais non, ça, en tout cas, cette affaire n'affectera pas Hamon, ça c'est sûr. C'est ce soir, on en parlait tout à l'heure, que se referment les portes du Salon du Livre à Paris, à la porte de Versailles. Après 4 jours de rencontres littéraires, l'invité d'honneur, le Maroc, organise ce soir, je le disais tout à l'heure, un concert au Bataclan en présence de nombreux artistes marocains. Initiative dont se réjouit le commissaire du pavillon du Maroc, Younes Adjaraï, que je vous propose d'écouter. Oui, ça c'est quelque chose sincèrement qui m'émeut beaucoup, parce que nous prévoyons effectivement un concert de clôture au Bataclan, qui sera une espèce d'hommage, qui ne dit pas son nom, mais disons-le effectivement, par rapport à ce qui s'est passé au Bataclan et autour du Bataclan, et où, je rappelle, il y a eu aussi des Marocains qui ont été abattus malheureusement. C'est quelque chose qui nous touche tous, cette horreur effectivement de radicalisme et de terrorisme, et le fait effectivement de clore la présence marocaine en France par cet événement, en partenariat avec les 20 ans du festival Gnawa d'Essaouira, que vous connaissez bien à RFI d'ailleurs, dans une fusion, et non pas uniquement par rapport à des Ma'allem Gnawi. Il y aura des Ma'allem Gnawi, mais il y aura aussi Titi Roba, il y aura aussi Tony Allen, il y aura Karim Ziad, il y aura Indy Zara. Et donc ce sera un très beau moment festif et d'amitié et de solidarité. Ah, ça va être bien, hein, avec Titi Robin parmi les artistes notamment qui vont se produire sur la scène du Bataclan, donc le commissaire du pavillon du Maroc au Salon du Livre Paris, pour nous parler de cette soirée au Bataclan, mon cher ami Youssef. Ça va être vraiment bien, ça s'annonce bien. Après c'est symbolique, c'est bien. Brochette d'artistes bien sûr présents ce soir sur la scène du Bataclan. Et puis justement, puisqu'on parle du Maroc, un petit mot pour parler de l'annonce de la composition du nouveau gouvernement qui doit intervenir d'ici demain au Maroc. Le nouveau Premier ministre Saïd Eddine El Othmani a annoncé samedi soir être parvenu à former une coalition. Après 5 mois de blocage dans les tractations, le roi Mohamed VI avait nommé le 21 mars le numéro 2 du PJD en remplacement du chef du gouvernement sortant Abdelila Ben Kairan. Pour Mati Manjib, professeur d'histoire à l'université Mohamed V à Rabat, ce changement de Premier ministre et ce déblocage de la situation politique sont une victoire du Palais Royal, pas mécontent d'écarter le chef du parti PJD, donc Ben Kairan. Ben Kairan est devenu gênant à partir de l'été 2012, quand il a voulu appliquer et interpréter la Constitution d'une façon démocratique, c'est-à-dire où il y a un partage du pouvoir exécutif entre lui et le roi. Et en plus, il a gardé un ton critique. Il a continué à être le chef de l'opposition, tout en étant le chef du gouvernement. Et cela n'a pas plu au lieu. Et donc, c'était devenu de notoriété publique que le roi ne voulait plus de Ben Kairan, parce que Ben Kairan reproche à Ben Kairan sa liberté de ton, ses critiques implicites et parfois claires. Ben Kairan voulait exercer son rôle de chef de gouvernement réel. Et donc voilà, il y a eu 5 mois de guerre de nerfs entre le palais et le chef du gouvernement nommé. Et ça finit comme ça devait finir. Ben Kairan a été écarté par le roi. Saïd Eddine El Othmani est connu comme un homme très discret, qui parle très peu. Et donc au moins, il ne va pas faire de critiques, même implicites, du roi, ce que faisait Ben Kairan. S'agit-il donc, comme Manjib, donc ce professeur d'histoire à l'université de Mohamed V à Rabat, d'une victoire du roi Mohamed VI, Youssef? Non, mais c'est clairement une victoire du roi Mohamed VI. Il faut savoir qu'en fait, Ben Kairan est arrivé au pouvoir suite à une réforme constitutionnelle. Suite à une réforme constitutionnelle qui faisait suite à un début de printemps arabe au Maroc. Oui. Ça vient de là, en fait, cette réforme constitutionnelle. Et le roi, en fait, s'est dit, vaut mieux que je lâche un peu du pouvoir, notamment du pouvoir exécutif, en sachant qu'il garde la défense, qu'il garde les ministres des Affaires étrangères, il garde les grosses missions de l'État, mais il laisse un peu la gestion du pays à un gouvernement. Et donc, en fait, c'est, voilà, le Maroc qui rentrait dans la voie de la modernisation avec le partage des pouvoirs entre un roi et un gouvernement, un peu comme ce qu'on pourrait avoir en Angleterre. Bon, on est encore loin, hein. Sachant que le roi, c'est une monarchie de droit divin, etc. Au Maroc, on est vraiment c'est le roi qui décide quand même. Mais malgré tout, il y avait quand même un début de quelque chose. Et le roi s'est retrouvé embêté puisque à ce jeu démocratique, c'est les islamistes qui ont gagné. Les
islamistes, enfin les tenants de l'islam politique, hein, qui sont plutôt modérés. Et puis de toute façon, on est au Maroc là. Hein. Et donc il y avait ce conflit où effectivement, comme le dit très bien l'historien juste avant, c'est que il a voulu aller jusqu'au bout du processus, Benkeren. Et donc là, clairement, il a été rappelé à l'ordre. Et il faut savoir que pendant les élections législatives, donc il y a 5 mois avant ce blocage, le roi a quand même mis en avant un nouveau parti. Plutôt moderne, etc. Je sais pas si vous en souvenez. Ouais. Et ça a échoué en fait. Sa stratégie du roi a échoué. Et en fait, c'est le PJD qui l'a remporté à nouveau. Pas largement comme il aurait espéré. Du coup, il est obligé de faire une coalition. Mais voilà, voilà, il y a eu des tentatives de la part du roi à chaque fois de saboter un peu Benkeren, qui a un peu échoué. Bon là, visiblement, c'est lui qui l'emporte. Mais je pense que ce n'est que partie remise. À mon avis, le Maroc sera obligé tôt ou tard de rentrer vraiment dans une monarchie parlementaire. Eh bien, affaire à suivre en tout cas. En tout cas, la coalition sera rendue normalement demain. En sachant que Benkeren, je tiens à le dire, est Amazir. Ouais, très bien. Allez, on y va pour le j'aime ou j'aime pas. Il y a de quoi dire aussi, quoi commenter. Dans le j'aime ou j'aime pas, ou l'option si je m'en fous mon cher ami Youssef, tiens, l'Algérie qui a versé de nouveau 26,4 millions d'euros à la Palestine. Bah ça, on adore, on est fan, et puis de toute façon l'Algérie a une longue tradition de soutien à cause du peuple palestinien. Enfin, c'est même plus du soutien à ce niveau-là. C'est en Algérie qu'a été autoproclamé pour la première fois l'État palestinien. Une des premières représentations diplomatiques de la Palestine à l'étranger, c'était en Algérie et en Chine. Enfin bref, il y a une longue histoire, puis c'est un peu le même destin. La section Israël du Parti Socialiste décide d'abandonner Benoît Hamon en raison de ses prises de position. Alors franchement, ce qui est notable ici quand même, c'est qu'il y a une section Israël du Parti Socialiste. Absolument. C'est que j'ai lu ça ce matin aussi, ça m'a choqué, je n'étais pas du tout au courant, enfin on le savait pas. Moi non plus. Et donc du coup, je sais pas si on aime ou on n'aime pas, c'est plutôt c'est plutôt choquant en fait. Ouais. Alors, après avoir qualifié les Guadeloupéens d'expatriés, voici que Macron, donc, et on l'a écouté tout à l'heure, parle de la Guyane comme une île. On aime pas, on s'en fout. On n'aime pas, c'est l'esprit colonial. Très bien. Alger qui a éteint ses lumières, c'était samedi soir pour célébrer 1 heure pour la planète. Alger, il a fait ça, d'accord. Ouais. Ah ouais, je pense qu'il essaie de rattraper le retard par rapport aux voisins marocains, justement, dans ce domaine qui sont très en avance. Et donc, c'est très bien. Tant mieux. Les banques françaises, écoutez bien, affichent 5,5 milliards de bénéfices dans les paradis fiscaux, selon une ONG. C'est ça le système capitaliste dans toute sa splendeur. Et voilà contre quoi aucun politique aujourd'hui ne peut trouver de solution. Enfin, en tout cas, ne veut pas y faire face. Surtout pas Macron ni François Fillon. La Ligue algérienne des droits de l'homme parle d'une dangereuse paranoïa qui s'empare des tenants du pouvoir en Algérie. Ouais, enfin ça date pas dire. Hein. Ouais. Ça date pas dire, c'est le régime militaire depuis l'indépendance qui est paranoïaque et qui fait en sorte de mater toute contestation crédible en tout cas. On aime cette prise de position donc de la Ligue algérienne des droits de l'homme. Oui, on aime, c'est clair. Mais bon, après ils ont pas inventé l'eau chaude là. L'acteur Richard Gere, que vous connaissez peut-être, s'est rendu en Israël pour la première de son film. Il n'a pas hésité tout de même à critiquer critiqué d'ailleurs assez fortement. Il a parlé d'apartheid. Israël, justement, il a dit que c'était donc absolument scandaleux et indéfendable que Israël continue de coloniser. Mais il me semble qu'il a même dit que c'était comparable à l'apartheid des Noirs pendant la ségrégation. Donc au moins il a été là-bas, il leur a dit en face. C'est bien. Il leur a dit en face, ouais. Mais bon, je pense qu'il va pas tarder à se faire recadrer. Parce que Hollywood. C'est sûr. Puis tiens, pour finir dans ce j'aime ou j'aime pas, c'est l'Algérie qui s'offre une campagne de promotion dans les pages du Washington Post. Ah oui. Ah ouais. Accompagné de plusieurs entrepreneurs d'ailleurs. Ah oui, c'est la nouvelle politique algérienne en ce moment pour l'entrepreneuriat. Ils cherchent à ouvrir le pays aux IDE, aux investissements. Bonne idée ou pas? Ouais, bien sûr, il était temps. Et encore une fois, je recompare par rapport au Maroc, il y a énormément de retard. Ouais. Il y a une lourdeur administrative de fou en Algérie pour créer une entreprise. Mais là, il y a des réformes qui sont en train d'être faites, notamment dans le système bancaire. Très bien. Voilà, c'était j'aime ou j'aime pas pour ce lundi. Un petit tour du côté du standard peut-être avant le coup de cœur. Allô, bonjour. Allô. Oui, bonjour madame. Oui. Bonjour. C'est Christophe. Oui, votre prénom madame. C'est Fatima, ça va? Fatima, comment allez-vous ma chère Fatima? Écoutez, ça fait longtemps, oui, ça fait très très longtemps. Écoutez, je vais faire 2 minutes parce que pour le Maroc, parce que ce que vous avez raconté n'est pas tout à fait exact, mais c'est pas grave. Eh bien, on vous écoute pour rétablir votre vérité, ma chère Fatima. Pardon? Je veux dire, on vous écoute pour rétablir votre vérité. D'abord, il n'est pas Amazir, c'est le remplaçant, là, c'est la Tunanie qui est Amazir, une chose d'ailleurs, je crois.
Et ensuite, bon, ça, je sais pas, quelqu'un a dit que c'était une victoire du roi, mais absolument pas. Belkiran, il a appliqué le programme du FMI, d'accord, tout simplement. Et il a été mis là pour ça, et il a fait ce qu'il devait faire pour ça. Maintenant, il a tellement déçu du monde au Maroc, parce qu'il y avait l'engouement, c'était la partie 9, il n'avait jamais participé au pouvoir, etc., etc. Quand il était donc désigné au début de sa mandature, après les élections législatives, tout le monde était enchanté de voir que peut-être un gouvernement appliquerait au moins la baisse du niveau de corruption dans ce pays. Ce qui n'a pas du tout été le cas, mais absolument pas. Les choses nous font tous empirer. Si Belkiran n'était pas si d'accord que ça pour cette corruption telle qu'il l'a fait exercer, parce qu'en étant au pouvoir, il a réussi à placer pratiquement tous les gens de son parti dans des postes clés de la nation marocaine, il faut le savoir. Il a entièrement infiltré par les membres de son parti, l'administration marocaine, et donc, changé. Oui, Fatima. Allô? Je suis en bagnole, elle explique en face de moi, là. Ah, d'accord, non, faudrait pas que vous preniez une petite amende, ça serait dommage, hein, évidemment. Ouais, c'est pas grave. Non, mais bon, vous m'entendez, là? Oui, on vous entend. Allez-y pour votre conclusion. Pour dire la chose suivante, le blocage du gouvernement, enfin, il n'a pas pu avoir une coalition pour continuer au gouvernement, parce qu'il n'a pas eu de majorité aux élections. Il n'a pas eu de majorité parce que les gens étaient épeurés de la CFI. Tout ce qu'il n'a pas fait. Imaginez un gars qui arrive au pouvoir, c'est une très chose qu'il fait, il va voir les Espagnols qui sont dans une situation économique catastrophique par la participation. Donc, Fatima, votre téléphone est pourri. Fatima. Économique, alors que l'Espagne est en train de mettre la clé sur le paillasson pour dire un peu le niveau de compréhension de l'économie mondiale de ce bonhomme. C'est juste la catastrophe, quoi. Merci Fatima, parce que votre téléphone n'est pas terrible, donc c'est dommage en tout cas. Bon, Belkiran n'est pas à Mazir, à Youssef, hein? Non, son remplaçant. Oui, son remplaçant. Oui. Voilà. Voilà, ouais, non, mais après, oui, ce que dit la dame, oui, effectivement, oui. Enfin, moi, il y a personne qui a dit le contraire, qu'il a appliqué un programme libéral. Oui, ça, il y a pas de souci. Je dis juste qu'en tout cas, il y a eu des manœuvres et il y a eu une course au leadership au Maroc. Ouais. Ça, c'est évident. Et puis voilà, le roi a tout fait pour empêcher la montée en puissance du PJD. Bon, voilà en tout cas pour le point de vue de Fatima, pour rétablir sa vérité. Vous pouvez le faire d'ailleurs, n'hésitez pas lorsque vous n'êtes pas d'accord, et ça peut arriver avec ce que peut dire Youssef, parce que bon, il est là aujourd'hui, mais ça peut être d'autres. N'hésitez pas aussi à le faire savoir, c'est une émission de débat, hein. Bien sûr, il n'y a aucun problème, chacun peut exprimer son point de vue dans cette émission. 01 40 33 9000, vous aurez la parole dans un instant aussi pour notre espace Libertad, bien sûr sur France Maghreb 2, mais pour l'heure, on va passer au coup de cœur, mon cher ami Youssef Brakni. C'est parti, jingle. France Maghreb 2, le coup de cœur. Alors ton coup de cœur, tu nous le présentes, il est physiquement avec nous. Ouais. Alors c'est Kidam qui est un rappeur qui appartient au groupe Kidam and the People. Alors qui sort là une campagne d'affichage qui s'appelle Rage Against the Fascism. Rage contre le fascisme. Et donc voilà, c'est voilà, ça, j'ai voulu en faire mon coup de cœur aujourd'hui parce que j'apparais dans son clip, ça fait plaisir. Et en plus de ça, parce qu'il y a plein de militants qui apparaissent aussi, et surtout par rapport au message politique qui est véhiculé, qui est voilà un rap conscient et qui va voilà. Oui, il est avec nous, hein, Kidam. Bonjour. Allô, oui. Bonjour Kidam. Bienvenue sur France Maghreb 2. Merci. Donc Youssef, alors pour ta petite question, pourquoi as-tu choisi de mettre Kidam en guise de coup de cœur aujourd'hui? Voilà, donc comme je le disais, il venait juste de sortir, donc il vient de sortir il y a quelques jours le clip, dans lequel apparaissent de nombreux militants, et surtout c'est le message politique qui est porté. Voilà, surtout dans un contexte aujourd'hui que l'on connaît, avec la montée des réactionnaires de tous bords, et surtout le retour, on peut le dire, d'une certaine forme de fascisme. Est-ce que peut-être Kidam peut nous donner un petit peu son point de vue là-dessus, pourquoi avoir fait ce clip, est-ce que c'était important donc justement de dénoncer tout cela? Oui, exact. Bah, nous, la démarche, c'était de se dire que à l'aube des élections, il y a un sujet qui était dans aucune bouche, c'est la question des banlieues, que c'est toujours la même ghettoisation, la même pauvreté chez les gens, toujours les mêmes problèmes dans les mêmes quartiers, ouais. La même criminalisation de la population avec le traitement policier qu'on connaît malheureusement encore mieux cette année. Et donc on a fait ce morceau, donc Rage Against the Fascism, et je me suis dit que ça serait important aussi de l'accompagner d'une campagne où le principe c'est juste de recouvrir les têtes des candidats sur leurs affiches.
Donc c'est pour ça que j'ai commencé à en disséminer un peu partout en France. Il y a des gens qui m'écrivent et qui veulent des autocollants, donc on leur envoie gracieusement les autocollants et puis eux ils vont faire le boulot dans leur ville. C'est eux qui choisissent les têtes à recouvrir. Donc comme on parle de fascisme, on peut aller forcément vers Le Pen. Ceux qui veulent aller jusqu'à la droite, jusqu'au centre, à la gauche et même à l'extrême gauche, ils peuvent le faire. Comment fait-on pour obtenir ces stickers, voilà. Eh ben, il faut nous contacter via les réseaux sociaux ou le site internet kidamandthepeople.com et voilà, on discute et on vous en envoie et puis après c'est à chacun de faire le boulot dans sa ville, quoi. D'accord. Alors le morceau, il a été réalisé par plusieurs rappeurs. Ça s'est passé comment? Le morceau, non, c'est nous-mêmes. Donc moi, je suis un rappeur solo, mais j'étais musicien. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ça s'appelle Kidam and the People. D'accord. Musicalement, c'est très varié. Ça passe du reggae au rock. Ça reste toujours du rap. Là, ce morceau-là, il est un peu plus rock pour que le message passe mieux. Et puis voilà. Donc c'est moi en solo, quoi. Après, dans le clip, j'ai invité des gens. J'ai vu que je connais pas mal de militants. Et j'ai invité des militants à mettre leur tête dans le clip, quoi. Des militants, il y en a pas mal, dont quelques-uns qu'on connaît, Youssef. Des militants dans le clip, tu l'as vu? Oui, bien sûr. Ah, c'est à moi que tu parles. Oui, c'est à toi. C'est Youssef, tu t'appelles, non? Non, je sais, mais je crois que tu demandais est-ce qu'il y avait Youssef. Oui. Non, mais oui, effectivement. Donc il y a le Est-ce que tu es dans le clip d'ailleurs? Je t'ai pas vu. Bien sûr que j'y suis. Ah bon, je t'ai pas vu. Ah oui, j'y suis. Youssef Brakni dans le clip. Raison de plus. Raison de plus pour aller le voir tous. C'est rapide, mais il est là. Bon, très bien. Et quel impact a-t-il eu ce clip qui est sorti là il y a à peine 2 jours? Il a 2 jours, il est tout frais, donc pour l'instant, on fait le boulot pour que tout le monde le relaie, pour que ça passe un maximum un peu partout. Et mais bon, après c'est vrai que moi je fais de la musique, donc mon support de communication c'est la musique. Mais c'est vrai que je compte beaucoup aussi, surtout sur ce qu'on va faire dans la rue. À Paris et partout en France, quoi. D'ailleurs, la musique est un art pour essayer de faire passer les messages aussi. On peut utiliser pour faire passer les messages. Exactement. Et il y a un moment où je me suis demandé si j'allais rentrer vraiment dans le militantisme pur et dur, c'est-à-dire donc pour le faire bien d'arrêter la musique. Mais comme je me sens malheureusement assez seul dans ma catégorie, je me suis dit qu'il fallait que je reste dans la musique pour garder ce prisme-là, quoi. Alors, on va peut-être proposer quelque chose à tous ceux qui se sentent concernés par ce message, et Dieu sait s'ils sont nombreux. Par exemple, tous ceux qui ont Facebook, de partager le lien YouTube du clip de Kidam donc sur votre mur Facebook. Voilà, c'est un moyen aussi de faire passer le message. Pour ceux qui ont Twitter, vous pouvez le faire aussi. Donc n'hésitez pas. On tape quoi sur YouTube pour avoir le clip? Kidam and the People. Donc Kidam c'est K-I-2-D-A-M. Et sinon c'est Rage Against the Fascism. Donc pour ceux qui connaissent le groupe Rage Against the Machine, c'est pareil, sauf que c'est fascisme à la place de machine. Bon on va écouter ce que ça donne côté musique. On te remercie et puis bon courage et bravo pour ton militantisme. Merci et merci à vous pour le relais. À très bien, à très vite Kidam, pardon. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Allez, on écoute alors Youssef. Dans un clip où tu apparais donc. Formidable. Ça fait plaisir. Youssef Brakni, si vous voulez voir à quoi il ressemble, c'est le moment d'y aller. Vous n'allez pas être déçus les gars. Il y a les vidéos aussi. Ouais. La vie tranchée. Ah oui, bien sûr. Sur YouTube, sur Twitter, sur Facebook. Surtout quoi. Maghreb 2, France Maghreb 2. On pourrait chanter la chanson Libéré, délivré. Voilà, Libertad sur France Maghreb 2. Ça pourrait être ça maintenant. Bah ouais. Le jingle. Ça peut être bien. Tous ceux qui ont des enfants, ils connaissent forcément cette chanson. On connaît parfaitement. Moi, je connais parfaitement. Bah oui, forcément. Voilà, vous êtes avec nous sur France Maghreb 2 et vous avez bien raison d'ailleurs. Tiens, je vous donne le programme demain. Il y aura du beau monde. Anan Zawani, Nadia Lazouni. Et également Ossine Ras qui seront là demain. Ah ouais. Du bon quand même. Ossine est bien accompagné là. Ossine il est bon. Ouais, très bien Ossine. Ossine Ras avec son concept bibliothèse, bien sûr. Terrain. Voilà, c'est des mecs qui sont sur le terrain exactement et on aime les gens qui viennent du terrain. Donc voilà, dans cette émission du Grand Forum en ce lundi 27 mars. Dites donc, ça passe à une vitesse cette histoire. Bon, ça va, ça t'a pas trop perturbé le changement d'heure, Youssef? Non, ça va, les enfants un peu plus. Donc du coup, ça m'a perturbé indirectement. Ah oui, d'accord, forcément. Allez, c'est parti messieurs dames, pour le moment, Libertad 01 40 33 9000 pour nous rejoindre bien sûr, pour nous dire ce que vous voulez. Prénom et ville d'appel, vous le faites tranquillement, assez rapidement pour laisser un maximum de temps et de place pour un bon nombre d'auditeurs et d'auditrices qui nous appellent de partout
en France, donc que ce soit mais aussi à l'étranger, comme ce fut le cas la semaine dernière. 01 40 33 9000, vous y allez, c'est parti. La musique de la liberté retentit. 01 40 33 9000, allô, bonsoir. Allô. Allô, salut Christophe. Salut. On invité toute l'équipe, c'est Abdel d'Orléans. Salut Abdel, on t'écoute, qu'est-ce qui se passe Abdel? Ouais, bah pour parler un petit peu des élections présidentielles qui ça me paraît un peu exécrable tout ça. Donc juste mon avis rapidement. Donc Marine Le Pen pour moi ça sera 0, Fillon 0, Macron 0. Dommage que Mélenchon et Hamon ne s'entendent pas parce que on dégage tout le reste et puis on n'a plus qu'à prendre ça quoi, tu vois. Mais il faut qu'on arrive à trouver un petit mix entre eux deux. Et apparemment ils s'entendent pas trop. Mais bon, au pire des cas, sincèrement, je crois que Mélenchon il commence à prendre du grade. Hein. Franchement, faut bien l'écouter. J'essaie de regarder ce qu'il fait en ce moment. Il est franco, ce gars-là, il est peut-être un peu dur, mais Hamon et Mélenchon, ça me ferait pas peur. Voilà, je vous souhaite une agréable soirée les gars. Bye. Merci Abdel. Bon, c'est le choix de Abdel en tout cas. Hamon, Mélenchon, c'est pas encore tout à fait acté tout ça. Ou choisi en tout cas, mais en tout cas, il sait au moins pour qui il va pas voter. C'est déjà un bon début. Et dans cette élection, je pense qu'on est tous à savoir pour qui on va pas voter. Voilà. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, prénom et ville d'appel. C'est Habib de Garges. Bonsoir Habib, on t'écoute. Alors c'est un petit rappel pour le dimanche. Oui. Qu'est-ce qui se passe dimanche? On t'écoute Habib, vas-y. Habib. Voilà. Voilà. Voilà, je crois que c'est à Garges-les-Gonesse pour le rappel pour le tournoi de foot avec les anciens de l'équipe Algérie, Benoumi, etc. Donc soyez là, c'est à Garges-les-Gonesse. Mais bon, Habib reviendra nous le dire. Allô, bonsoir. Oui, je suis revenu. Oui, qu'est-ce qui se passe Habib alors? Habib. Bon bah Habib, faut penser à changer de téléphone après le tournoi de foot dimanche. 01 40 33 9000 pour ce rendez-vous donc du côté de Garges-les-Gonesse. Allô. Très bien. Voilà, on a aussi lâché les abrutis qui sont sortis. 01 40 33 9000. Bah oui, c'est le prix à payer quand on balance la liberté, qu'on prend les appels comme ça sans filtrage. Allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, prénom et ville d'appel. Alors moi c'est Mohamed, et j'appelle de Lens. Salut Mohamed, de Lens. De Lens, ouais. Alors la radio elle est pas là-bas, mais c'est là, vrai. pas à Lens, donc c'est pour ça que je vous capte. Ok, très bien, on t'écoute mon ami Mohamed. Mais écoute, si tout le monde ne se réveille pas aujourd'hui, on est dans la merde. Alors comment faut faire Mohamed, c'est quoi la... Alors faut tous se réveiller, puis faut tous aller aux urnes quoi. Ouais. Bah écoute, on va tâcher de t'écouter Mohamed. T'as trouvé ton candidat toi? Tous présents aux urnes, non, toujours pas pour le moment, j'écoute un peu les sondages de tous. Ah, t'écoutes les sondages, donc tu te réfères par rapport aux sondages. Pardon, j'écoute un peu la campagne de tous. D'accord, c'est déjà mieux, oui. Ouais, voilà. On va y aller Mohamed, tous aux urnes, bien sûr. Voilà, sinon on est dans la merde comme avec un grand M, si je peux me permettre. Comme tu le disais, oui, effectivement. Merci Mohamed de Lens. Parle comme ça là-bas. Merci, à bientôt. Il y a une radio vers chez nous là. Bah ouais, non mais CSA, je sais pas ce qu'ils font, mais ils aiment pas trop que les radios communautaires aillent dans le nord. C'est bizarre quand même. Ils aiment pas trop les 6-2. Avoue-le. Les fils de quoi? Les 6-2. Ah d'accord, ok, j'ai compris. En tout cas, vous avez un start Bollard là-bas magnifique, franchement. Hein, quand ça chante la chanson de Bachelet dans le stade Bollard, il paraît que c'est quelque chose. Exactement, exactement. Les corons de je sais pas quoi là, les corons, on parle de corons. Ouais, c'est magnifique. Bah ouais, ça c'est un peu à l'image de la campagne des corons. Salut. Ami Mohamed, ciao. À bientôt. Oula, on est en forme. 01 40 33 9000. Bienvenue à tous. C'est Libertad. Allez-y. Balancez tout ce que vous avez sur le cœur. Allô, bonsoir. 01 40 33 9000. Bien sûr, n'hésitez pas. Allez, un nouvel appel par ici. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Prénom, ville d'appel, mon ami. Bécaïm d'Orléans. Salut, Orléanais, on t'écoute. Oui. Je vous appelais la dernière fois, comme vous savez que je suis un fan de la pizza Bella et les kebabs et tout. En fait, moi, j'ai une petite question. Est-ce que le couscous est compatible avec les valeurs de la République? Eh ben écoute, à en croire les sondages, oui, parce que c'est le plat préféré des Français, paraît-il. Donc, parce que en fait, moi, comme je suis accro au couscous, je veux pas qu'on me l'interdit, quoi. Bon, a priori, ça risque pas d'arriver. Ça risque pas d'arriver parce que c'est tout ce qui est pâtisserie, macroute, couscous, t'inquiète pas, y a pas de problème. Ouais. Tant que c'est à manger, c'est bon. Ça passe. Khaled et le couscous, ça va rester. Voilà. Okay, bah, je t'en prie à toi, hein. Bon couscous, hein. Bon succès. Khaled et le couscous, ça va rester, effectivement. 01 40 33 9000, allez, un petit dernier pour la route pour ce soir. Allô, bonsoir.
Oui, bonsoir. J'ai été coupé 2 fois, je m'excuse. C'est Habib de Garges. Oui, Habib, alors vas-y. C'est pour l'événement du dimanche, Inch'Allah. Vas-y, on t'écoute. C'est dimanche 2 avril au stade de Garges-les-Gonesse. Oui. Avenue du 8 mai, c'est l'équipe nationale d'Algérie. Oui. L'ancienne, oui. L'ancienne équipe nationale, l'ancienne équipe nationale d'Algérie. Donc ça serait le dimanche 2 avril. À quelle heure et où? À partir de... c'est à Garges-les-Gonesse. Le stade, c'est avenue du 8 mai, centre sportif Pierre de Coubertin. Très bien. Et c'est à quelle heure? Garges-les-Gonesse. À quelle heure? À partir de 13h. Le match officiel il commence à 15h. Inch'Allah. Allez, merci beaucoup Habib. Merci beaucoup, c'est très gentil. Je compte sur toi pour nous faire des piqûres de rappel, bien entendu régulièrement cette semaine. C'est fini pour la liberté pour ce soir, mais la liberté évidemment reconduite pour demain, avec Anan Zawani, avec Nadia Lazouni et avec Osinras. Demain, une belle petite brochette, c'est une rencontre, un plateau inédit demain qui va vous être proposé. Avec 2 nouveaux chroniqueurs. Avec 2 nouveaux chroniqueurs, effectivement, que vous allez pouvoir découvrir ou redécouvrir pour ceux qui les connaissent un petit peu, entre 16h et 18h demain sur France Maghreb 2. Je vous informe aussi que la semaine prochaine on part chez vous, on va entamer une petite tournée du LGF et on va commencer du côté de Dijon le 5 avril, donc soyez là Dijonnais, Dijonnaises. On sera donc le grand forum donc là-bas pour aller un petit peu voir ce qui se passe près de chez vous. Voilà. Le temps d'une émission le 5 avril, donc prochain, on vous dira où exactement, donc soyez à l'écoute. Dans un instant, la Myanmar pour l'éphéméride, monsieur Youssef Brakni, merci beaucoup. Merci. Et à très vite. Dans un instant, donc Amar pour l'éphéméride, pour l'heure, le rappel de l'actualité de ce lundi 27 mars en ce début de soirée. Merci à tous. Bonjour à tous. Une délégation de ministres va se rendre dans les prochains jours en Guyane. Annonce du Premier ministre Bernard Cazeneuve. Alors que la grève générale a commencé ce matin en Guyane, les habitants en réclament de meilleures conditions de vie. Le gouvernement leur promet des solutions. Depuis Singapour, où il est en visite, François Hollande estime lui que la priorité numéro 1 pour la Guyane, c'est la lutte contre l'insécurité. Le procès d'un groupuscule d'extrême droite devant le tribunal d'Amiens. Le clan des Loups Blancs, c'est un groupe néo-nazi. Il a sévi de 2012 à 2014 en Picardie. Agression, vol, cambriolage, incendie et même tentative de meurtre. 18 personnes comparaissent, notamment le sulfureux militant Serge Ayoub. Justice toujours, Jean-Jacques Urvoas répond à François Fillon et Marine Le Pen, les 2 candidats à la présidentielle, qui affirment avoir été placés sur écoute par l'exécutif. Pour le ministre de la Justice, leurs déclarations sont tout simplement fantaisistes. En pleine campagne présidentielle, il y a selon lui volonté de manipulation de la réalité. En Russie, c'est l'opposant politique Alexei Navalny qui est passé aujourd'hui devant le tribunal et il a été condamné à 15 jours de prison. Il avait été arrêté hier avec des centaines d'autres manifestants qui protestaient contre la corruption. Une provocation, dit le Kremlin. Les Européens appellent Moscou à libérer les personnes interpellées et à respecter la liberté d'expression. Ce vol insolite, une gigantesque médaille en or pur pesant environ 100 kilos et estimée à 3 700 000 €, a été volé cette nuit vers 3 heures du matin au musée de Bode dans le centre de Berlin, selon la police locale. 4,07 millions d'euros, c'est la somme récoltée ce week-end à l'occasion de la 23e édition du SIDAction, une somme en légère baisse par rapport à l'an dernier. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb 2.